Bien-aimés, fidèles spectateurs d'une parole pour toi, je suis très heureuse de vous retrouver encore ce midi. Nous allons poursuivre sur notre thème que nous avons commencé depuis quelques semaines, des familles prospères. Et comme je vous l'ai promis, aujourd'hui, nous allons rentrer dans des éléments pratiques. Comment faire un budget en pratique? Comment s'y prendre? Quelles sont les différentes méthodes qui existent? Qu'est-ce qui est adapté? Qu'est-ce qui vous convient? Quelles sont vos motivations? C'est tout ça que nous allons voir également ensemble aujourd'hui. Pour commencer, je voudrais qu'on puisse prier ensemble. Seigneur, merci pour l'occasion que tu nous donnes encore de nous retrouver ensemble ce mercredi pour parler des finances. Nous savons combien la gestion efficace de nos finances fait partie des choses que nous devons mettre en œuvre pour pouvoir vivre une vie dans la paix, dans la liberté, pouvoir profiter du fruit de notre travail, pouvoir en vivre, pouvoir faire du bien, pouvoir investir, toutes ces choses que nous avons tant de mal à faire. Et je prie que tous les enfants qui vont écouter, qui vont suivre, qui ont des difficultés, puissent recevoir ce déclic, ce désir de faire changer les choses. L'ennemi utilise beaucoup l'argent pour pouvoir nous asservir, pour pouvoir nous maintenir dans la pauvreté, dans l'ignorance de beaucoup de choses. Mais je prie que toi qui es venu afin que nous ayons la liberté, qui est venu nous affranchir, que tu puisses affranchir chacun d'entre nous, y compris dans ce domaine financier. Merci de ce que par la connaissance que nous acquérons dans ce domaine, tu brises l'emprise de maman sur nos vies. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Donc, effectivement, aujourd'hui, on va rentrer dans la pratique. Mais avant, je voudrais rappeler véritablement quelques éléments pour montrer, je crois que je l'ai déjà fait les semaines passées, mais insister encore sur l'importance d'avoir un budget et de ne pas balayer cette question du revers de la main. On dit que celui qui ne compte pas ne connaît pas. Et celui qui ne connaît pas ne peut pas gérer. Celui qui ne gère pas ne peut pas diriger, contrôler. Si tu ne comptes pas tes finances, si tu ne prends pas la peine de compter ce que tu gagnes, ce que tu dépenses, de savoir où va ton argent, tu ne pourras pas gérer cet argent. Et si tu ne gères pas, tu ne pourras pas contrôler, tu ne pourras pas avoir la maîtrise de l'argent. C'est important de savoir gérer les finances. C'est quelque chose qui est important, surtout pour les enfants de Dieu, j'insiste. Parce que l'argent, c'est pas une mauvaise chose. C'est ce qu'on fait de l'argent, c'est la manière dont on le dépense. C'est ce que ça provoque en nous. C'est toutes ces choses-là qui font que ça devient une mauvaise chose. Quelqu'un a dit que l'argent ne fait que potentialiser ce que tu es déjà. Ça veut dire quoi? Si tu es généreux, l'argent te rendra encore plus généreux. Si tu es avare, l'argent te rendra encore plus avare. Si tu es désordonné, l'argent te rendra encore plus désordonné. Si tu es organisé, l'argent te rendra encore plus organisé. L'argent ne modifie pas qui tu es, mais l'argent révèle qui tu es. Et la manière dont tu dépenses ton argent, tu gères ton argent, révèle également qui tu es. En général, quand on ne fait pas cet exercice d'avoir un budget, on a comme idée qu'on gagne pas assez. Voilà. Mon argent ne suffit pas, donc c'est que je ne gagne pas assez. Et à l'inverse, on pense aussi qu'on dépense moins que ce qu'on dépense en réalité. Donc le fait de faire ton budget va t'amener à voir que tu gagnes assez. Peut-être pas autant que tu voudrais pour combler toutes tes envies, mais ce que tu gagnes déjà est pas mal. Je rappelle encore la parabole des talents. Celui qui avait un talent, le Seigneur Jésus s'attendait à ce qu'il le fasse fructifier. Il aurait pu dire, et c'est ce qu'il a fait par rapport à celui qui a 10 talents, mon salaire ne suffit pas. Mais le Seigneur s'attend à ce que tu as aujourd'hui déjà, tu puisses le gérer convenablement pour pouvoir dégager même un surplus qui va t'aider encore à avoir davantage. Et donc l'idée qu'on gagne pas assez ou qu'on ne dépense pas autant, tout ça là, ça joue sur nous. Je lisais
un article où la personne disait que quand il pense qu'il ne gagne pas assez et que son argent ne suffit pas alors qu'il n'a pas fait le minimum de compte, ça le rend moins généreux parce qu'il se dit je n'ai pas assez, donc il ne faut pas que je le dépense. Donc c'est important de faire ce travail d'identifier ce qui entre et ce qui sort. Et troisième chose, il y a 2 manières d'être dans l'aisance financière. Il n'y a que 2 manières, il n'y a pas 3 manières. La première, c'est de élever ses revenus au niveau de ses désirs. Donc faire en sorte qu'on gagne suffisamment pour combler nos désirs. Et la deuxième, c'est abaisser nos désirs au niveau de nos revenus. Et vous conviendrez avec moi que la deuxième est plus facile à faire que la première. On peut effectivement investir, épargner, pour investir, pour pouvoir arriver à ce qu'on gagne comble nos désirs. Mais ce qui est le plus immédiat, qui est à la portée de chacun d'entre nous, il suffit qu'on sache faire les comptes. Ce qui est possible, c'est de ramener, abaisser nos désirs au niveau de notre revenu. Donc, faire un budget, c'est donner un but à votre argent. Faire un budget, c'est s'assurer que chaque franc CFA que vous gagnez va quelque part. Et va quelque part parce que vous l'avez décidé, vous l'avez planifié et vous l'avez exécuté. Ça vous permet de prendre le contrôle de vos finances. Donc, je vous encourage, si vous n'avez pas encore fait de budget jusque-là, à le faire parce que tout ce que je viens de citer va vous aider à avoir cette aisance financière. Avant de venir à la troisième partie où je vais vous présenter en pratique ce qu'on peut faire en matière de gestion de son budget ou bien planification de son budget, je vais partager avec vous 4 méthodes qui sont préconisées dans la gestion du budget. 4 méthodes. Je vais aller rapidement parce que c'est juste pour vous ouvrir un peu l'esprit, pour vous montrer les différentes possibilités et que ce que moi je vais vous présenter, qui est un peu mon modèle, n'est pas forcément le seul modèle. Même si vous allez voir, tous les modèles ont à peu près les mêmes principes à la base. La première méthode que je vais vous présenter, c'est la méthode des 50-30-20. C'est une méthode qui est assez connue. En fait, dans cette méthode-là, 50%, 30% et 20% de vos revenus sont alloués à certaines catégories. Donc là, il faut faire d'abord partir du total de ces revenus. Donc là aussi, quand on parle de revenus, si vous êtes salarié, c'est effectivement votre salaire, mais il peut y avoir d'autres entrées, il ne faut pas les ignorer. Vous pouvez avoir d'autres sources de revenus que le salaire. Vous avez une petite activité ou une petite rente. En tout cas, quelle que soit la manière dont cet argent-là vient, vous devez en tenir compte. Souvent, comme le salaire est quelque chose de régulier et que peut-être les autres revenus sont un peu irréguliers, on a tendance à les omettre. Mais il faut en tenir compte. Tout ce qui rentre, tout ce que vous avez, surtout parfois ceux qui ne sont pas salariés, qui ont des petites sources de revenus, ont tendance à les ignorer. Même quelqu'un qui travaille pas, il a un budget à gérer parce que l'argent vient de quelque part pour qu'il mange. Est-ce qu'on l'aide? Est-ce que tout ça, vous devez tenir compte? Donc, il faut avoir une vision exhaustive d'abord du revenu. Donc, dans cette méthode, une fois que tu as déterminé ton revenu, 50%, donc c'est pourquoi on dit 50, 30, 20, 50% de ce revenu sont alloués à tes besoins. Donc, les besoins, c'est le loyer, les crédits, l'alimentation, la voiture, l'eau, l'électricité, les assurances, en tout cas, tout ce qui est besoin est couvert par ces 50%. Ensuite, 30% est alloué aux envies. Donc, il faut faire la différence entre les besoins et les envies. Un besoin, par exemple, c'est d'avoir un toit, c'est de se loger. L'envie, c'est d'avoir un studio à engrais. Le besoin, c'est de se loger. Donc, même si tu as le même studio à Bobo, tu es logé. Mais l'envie, ça peut être de l'avoir. Voilà. Donc, il faut faire la différence entre besoin et envie. Et aussi, par exemple, en matière d'alimentation, le besoin, c'est de manger. L'envie, c'est d'aller manger au KFC tous les jours. Donc,
Il faut faire la différence. 50% alloué aux besoins, 30% alloué aux envies. Donc, c'est par exemple shopping de vêtements, de chaussures, le sport, les vacances, aussi tout ce qui est abonnement divers à une salle de sport, enfin, tout ce que vous dépensez pour satisfaire vos envies. Et enfin, 20% alloué aux économies. Et en termes d'économie, il y a plusieurs niveaux d'économie. Quand on a des économies, ce qui est conseillé, bon, j'en parle déjà ici parce que c'est quelque chose qui est pratiquement commun à toutes les méthodes que je vais présenter. Les économies doivent servir à une épargne à court terme, mais aussi une épargne à long terme. L'épargne à court terme, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le fonds d'urgence, le fonds de sécurité. Tu as une voiture, par exemple, et c'est pas prévu. Il y a une pièce importante de la voiture qui est en panne, enfin, qui est gâtée. Tu dois le changer. Tu dois la changer, cette pièce. Tu dois avoir de l'argent de côté pour pouvoir aller puiser dedans. C'est pas quelque chose que tu as planifié, que ta voiture va tomber en panne. Donc, le fonds d'urgence, ça sert à ça. Il y a un problème de santé. Il y a un problème de santé alors qu'on n'est pas assuré. Il faut pouvoir y faire face, etc. Toutes ces dépenses imprévues qui viennent, on doit avoir un fonds d'urgence pour les couvrir. Le fonds d'urgence sert aussi, lorsqu'il est consistant, à voir venir l'avenir en cas de coup dur. Il y a eu le Covid ici, certains n'ont pas travaillé. Le fonds d'urgence sert à combler les besoins en attendant. Un fonds d'urgence, il est recommandé que ça corresponde à 3 à 6 mois de salaire ou bien de dépenses. Qu'est-ce que tu dépenses en 3 à 6 mois? C'est ça que tu dois mettre dans ton fonds d'urgence. Donc, les 20% sont alloués aux économies. Le fonds d'urgence qui est un fonds à court terme. La retraite, on commence pas à préparer sa retraite quand on arrive vers 50 ans. Et puis, arrivé à 60 ans, on va dire non, faut me laisser, je vais travailler encore 5 ans, je vais aller construire ma maison au village. Non. On commence à préparer sa retraite dès qu'on commence à travailler. Dès que tu commences à travailler, tu commences à préparer ta retraite. Donc, il y a une partie de tes économies qui doivent aller à préparer ta retraite. C'est vrai que tu auras la pension de la CNPS si tu travailles dans le privé ou de la CGRAE si tu es fonctionnaire. Mais en plus de ça, il faut prévoir parce que aujourd'hui, si on prend la CNPS par exemple, tu n'auras, dans le meilleur des cas, que 50% du salaire sur lequel tu cotises. Étant entendu qu'il y a un plafond qui est un peu plus de 2 millions, je sais plus, avec la dernière augmentation du SMIC, le montant exact. Mais, si tu gagnes plus de 2 millions, tu n'auras que 50% de ce plafond-là. Donc, il faut apprendre à, en plus de ce que donnera la CNPS, à faire de l'épargne pour la retraite. Ça peut être un plan épargne-retraite, ça peut être une assurance vie, pas décès, auprès des assurances où tu souscris à une assurance pour qu'au moment où tu iras à la retraite, on te verse un capital ou une pension. Ça existe également. Donc, il faut que dans ces 20% alloués aux économies, il y ait ce qui est consacré à la retraite et aussi ce qui est consacré à des investissements. Il faut épargner pour investir, pour justement faire ce que j'ai dit au départ, augmenter ses revenus. Donc, ça c'est la première méthode, 50, 30, 20. 50% besoin, 30% envie, 20% économie. La deuxième méthode, c'est la méthode des 60%. Pour illustrer ça, j'ai fait quelques calculs, je vais partager rapidement avec vous. Dans cette méthode la première méthode de 50, 30, 20, quelqu'un qui a un revenu de 500 000, oui, quelque chose que j'ai oublié de dire aussi. En tant que chrétien, si tu as un revenu de 500 000, il faut considérer que ton revenu c'est 450 000. Parce que dans tous les calculs que je vais faire là, je ne vais pas intégrer la dîme, parce qu'il faut enlever la dîme en amont. Si tu as 500 000, le revenu sur lequel tu vas travailler ici, sur lequel tu vas réfléchir, que tu vas répartir, c'est 450 000. Donc, 50 000 là, c'est hors revenu. Moi, je préfère réfléchir comme ça. C'est vrai que c'est pas tout le monde qui réfléchit comme ça,
mais parce que pour moi, la dîme est quelque chose d'important à donner. En plus, en premier, comme des prémices, il faut considérer de la même manière que quand on t'embauche, le DRH te donne une lettre dans laquelle on met ton salaire brut. Bon, parfois, au cours de la négociation, tu peux dire, bon, on a mis 600 000, tu demandes au DRH, mais 600 000 bruts là, ça fait combien en net? Elle peut faire le calcul, te donner le montant. Même si on t'a pas donné le premier mois, tu sais que 600 000 bruts là, voilà ce que ça fait en net. C'est ce net là qui est ton revenu. C'est pas 600 000 bruts. Donc, ce que je te dis simplement, de ce net qui est ton revenu, enlève aussi les 50 000, comme on a enlevé les impôts, la CNPS, sans que tu ne vois rien dedans, enlève ça aussi. Considère que ton véritable revenu, c'est 450 000 francs. Donc, si tu prends 50% de 450 000 ici, dans cette méthode, ça veut dire que 225 000 vont servir à couvrir tes besoins. Tout ce qui est loyer, eau, électricité, alimentation, toutes ces choses, assurance, crédit, tout ça là doit rentrer dans les 50% qui font ici 225 000 pour quelqu'un qui gagne 450 000 net de la dîme. Ensuite, 30%, 135 000, c'est pour tes envies. Et ensuite, 20%, 90 000, ce sont tes économies. Ça veut dire que quelqu'un qui gagne 450 000 francs par mois doit être en mesure chaque mois d'économiser 90 000. Qu'il va répartir comme il veut. Fonds d'urgence, parce que le fonds d'urgence, tu le constitues. Une fois que ça atteint les 6 mois, tu peux ne plus alimenter le compte dans lequel tu l'as mis, mais après, tu souscris à un plan épargne retraite ou bien une assurance retraite ou une assurance vie, et le reste, tu peux le mettre de côté pour entreprendre quelque chose, pour l'épargne qui va te servir à entreprendre quelque chose en plus de ton travail de salarié. Donc voilà un peu comment ça peut fonctionner cette méthode. Si je prends le même salaire, 450 000, et que je l'applique à, bon, la deuxième méthode, je l'ai pas encore présentée, donc je vais pas faire le calcul. La deuxième méthode, c'est un peu similaire à la première méthode, c'est la méthode des 60%. Dans cette méthode, tu prends 60% de tes revenus qui doit être alloué à toutes tes charges mensuelles. Tout ce que tu dépenses par mois, tu prends 60% de ton revenu alloué aux charges mensuelles. Ensuite, les 40% qui restent, tu les répartis en 4. Donc 10%, 10%, 10%. Le premier 10% est réservé à la retraite. Le deuxième 10% est réservé au fonds de secours. Le troisième 10% est réservé aux économies, je dirais au quotidien, tout ce que tu peux mettre de côté pour fêter les anniversaires, pour aller en vacances, pour la fête de Noël, pour faire des cadeaux à tes enfants, enfin tout ce qui est économie pour pouvoir faire face à des besoins qui sont ponctuels. Et 10% maintenant, tu réserves ça à tes envies, pour te faire plaisir. Donc, si j'applique cette même méthode à nos mêmes 450 000, ça veut dire que là, 270 000 devraient être consacrés à tes charges mensuelles. Ensuite, il y a 45 000 pour la retraite, 45 000 pour le fonds de secours, donc 45 000 pour le fonds de secours jusqu'à ce que le fonds de secours représente 3 à 6 mois de ton salaire ou de tes dépenses. Et ensuite, 45 000 pour les économies quotidiennes et 45 000 pour le fun. Donc ça, c'est la deuxième méthode. La troisième méthode, je vais pas trop insister là-dessus parce que c'est la méthode que je vais proposer avec quelques aménagements. C'est la méthode intitulée budget base 0. Ça veut dire quoi? Dans cette méthode, chaque mois, tu fais ton budget et une fois que tu as fait lister toutes les dépenses que tu as soustrait de tes revenus, ce qui doit rester doit représenter 0. Ça ne veut pas dire que tu fais le gaspillage, tu bouffes tout. Parce que ce que tu inscris comme dépenses dedans, il y a l'épargne, il y a l'économie, il y a le fonds d'urgence, il y a ce qui va à la retraite et tout ça. Mais tu dois t'assurer que
de tout ce que tu gagnes, tu as listé toutes les dépenses et le résultat va être zéro. Bon, si tu as un compte, tu vas pas laisser le compte vide. Tu peux laisser, je sais pas, 30 000, 40 000, 50 000, pardon, sur le compte. Mais l'idée ici, c'est de dire que chaque mois, tu sais exactement à quelle rubrique de ton budget tu alloues tel ou tel montant et tu dois rester dans ces montants-là. Justement, c'est une méthode qui est adaptée à ceux qui ont des difficultés financières et qui vont, tout à l'heure je vais revenir lorsque je vais parler des étapes pour mettre en place un budget. Il faut se fixer un objectif. Donc quand tu as pour objectif par exemple de ne plus être à découvert, de ne plus être au rouge, de ne plus avoir à aller prendre des avances sur salaire, tu dois pouvoir avoir ce budget base zéro parce que chaque fin de mois, tu es équilibré. Étant entendu que tu as fait des économies, pas équilibré parce que tu as bouffé, je sais pas, dans les dépenses qu'on appelle mensuelles ou les charges mensuelles habituelles, tout ce que tu avais. Non. Ok. Donc, je vais revenir sur cette méthode un peu tout à l'heure en détail. Et la dernière méthode, c'est la méthode des enveloppes cash. Cette méthode, c'est une méthode très vieille. Moi, je me rappelle que quand j'ai commencé à travailler dans les années 90, c'est une méthode qu'on enseignait en matière de gestion du budget familial. Il y avait même un film qui avait été tourné qui montrait un travailleur qui avait beaucoup de difficultés et qui après on lui avait appris comment gérer son budget avec des enveloppes, enfin son salaire avec des enveloppes, et il s'en était sorti. Et donc après on est venu à des systèmes où on avait des tableurs, des applications sur le Play Store où on pouvait télécharger. Mais cette méthode des enveloppes revient aujourd'hui beaucoup à la mode. Surtout un peu plus en Europe parce que justement avec les histoires de cartes bancaires, les gens se sont mis à dépenser d'une manière telle que aujourd'hui la plupart d'entre eux, en tout cas la plupart de ceux qui sont dans les difficultés, lorsqu'ils veulent prendre en main leur budget, préfèrent revenir à quasiment du cash, des enveloppes où ils mettent chaque mois ce qu'ils doivent dépenser dans pour telle catégorie de dépenses. Et lorsque par exemple l'enveloppe est vide ou bien s'apprête à être vide, une fois que c'est vide, c'est vide. Donc ça te permet de gérer convenablement ce que tu gagnes parce que tu sais par exemple que si tu as décidé de mettre 100 000 de côté pour l'alimentation, quand au bout d'une semaine, il ne reste plus que 50 000, il faut réfléchir à comment tu vas te comporter dans les 3 semaines qui viennent avec les 50 000. Sauf si tu as fait des provisions, tu as fait du stock. Mais donc voilà, une fois que l'enveloppe est vide, si tu as décidé par exemple de mettre de côté 20 000 pour tes sorties, pour aller au cinéma, pour aller au restaurant, une fois que tu as bouffé ça, tu attends le mois prochain. Donc c'est un peu ça le système des enveloppes cash. Donc là aussi, je vais revenir là-dessus parce que la méthode que je vous propose peut combiner les deux. Le budget base zéro et puis le système des enveloppes cash. Donc voilà les 4 méthodes que je voulais présenter. Donc 50, 30, 20, 60%, budget base zéro et la méthode des enveloppes cash. Maintenant, on va revenir à un peu notre sujet. Donc, en pratique, avant de mettre en place un budget, il faut d'abord quelques préalables. Le premier préalable, c'est de te demander quels sont mes objectifs. Il faut toujours avoir un budget avec des objectifs. Mon objectif, c'est donc, par exemple, de revenir à un système où chaque mois, ce que je gagne me permet de couvrir mes besoins et de mettre de l'argent de côté. Ça peut être un objectif. Je veux plus dépenser plus que je gagne. Et non seulement je ne veux plus dépenser plus que je gagne, mais je veux aussi inscrire dans mes dépenses comme étant une dépense
importantes mes économies. Ça peut être un objectif. Un objectif, ça peut être, aujourd'hui, je suis surendetté, je veux me désendetter. Donc, je fais mon budget dans ce sens-là. Un objectif, ça peut être, je veux remplir mon fonds d'urgence. Je veux que dans les quelques mois à venir, je me fixe un objectif d'avoir 6 mois de salaire de côté dans un compte dans lequel je pourrais aller piocher en cas d'urgence, sans avoir à vendre quelque chose ou à aller emprunter, etc. Donc, ça peut être un objectif. L'objectif aussi, ça peut être de dire, je vais réduire mes dépenses parce que aujourd'hui, quand je fais le calcul entre mes dépenses et mes revenus, je ne peux pas économiser, alors que pour moi, avoir une épargne, des économies, c'est un objectif important. Donc, je vais faire le budget en sorte que, à partir du mois prochain, je vais épargner tel montant. Ça, c'est mon objectif. Donc, c'est important d'avoir des objectifs. C'est très important. Je n'ai pas trop le temps. Je voulais partager avec vous ce qu'on appelle les 7 pas de bébé de Dave Ramsey. C'est un animateur radio, un chrétien évangélique qui est vraiment un expert en finances personnelles au niveau des États-Unis. Donc il y a beaucoup de choses. Si vous êtes intéressé à creuser, vous pouvez aller sur YouTube, vous tapez Dave Ramsey. C'est Dave, c'est D-A-V-E, Ramsey, R-A-M-S-E-Y. Donc vous tapez, vous allez trouver pas mal d'outils. Donc lui, il parle des 7 étapes, des 7 pas de bébé, parce qu'il se dit que parfois, quand on veut sortir d'une situation où on dépense, soit on dépense tout ce qu'on gagne, ou alors même on dépense plus que ce qu'on gagne, ça paraît tellement important les efforts à faire que on est découragé. Donc il lui propose de faire 7 pas. Il appelait 7 pas de bébé, 7 petits pas pour pouvoir y arriver. Le premier pas, c'est de mettre de côté un montant qu'on se fixe. Par exemple, tu te dis, je gagne 450 000, je me donne comme objectif dans les 3 mois de mettre 200 000 de côté dans mon fonds d'urgence. Ça, c'est le premier pas. Deuxième pas, je vais rembourser tous mes crédits. Tout ce que j'ai comme crédit de consommation. Le seul crédit que je vais garder, c'est le crédit pour la maison. Parce que ça, on ne peut pas s'en passer. Donc, je rembourse tous mes crédits sauf la maison. Là aussi, il y a un outil qui s'appelle la méthode boule de neige pour rembourser les crédits. Cette méthode, c'est de commencer par le crédit le plus, dont les échéances sont les plus faibles. Et puis, on se fixe un objectif de rembourser ce crédit-là. Par exemple, si vous payez pour ce crédit-là 25 000 par mois, vous allez essayer de réduire vos dépenses pour générer un autre 25 000 et vous allez commencer à payer 50 000 par mois pour rembourser ce crédit et permettre de le rembourser assez vite. Et au fur et à mesure du temps, l'argent que vous mettez de côté chaque fois pour rembourser le crédit, une fois que vous avez fini avec les 25 000 en plus des premiers 25 000, vous allez prendre les 50 000 qui vont être générés une fois que le premier crédit est remboursé pour rembourser l'autre crédit, etc. L'idée, c'est de ne plus avoir de crédit. En tout cas, de crédit de consommation. Et donc, troisième étape dans ces pas de bébé là, et là, c'est l'un après l'autre. Vous mettez de côté d'abord pour votre fonds d'urgence, ensuite vous remboursez vos crédits. Troisième étape, vous complétez votre fonds d'urgence. Parce qu'au départ, vous avez peut-être dit par exemple, si vous gagnez 450 000, votre fonds d'urgence, ça fait à peu près 1 450 000, un peu moins. Donc, ça veut dire que si vous avez décidé de mettre d'ici 3 mois 200 000 de côté, il y a encore un effort à faire à ce niveau-là. Donc, le troisième pas, c'est de maintenant mettre l'argent que vous utilisiez avant pour payer vos crédits, vous allez le mettre de côté maintenant pour compléter votre fonds d'urgence. Donc ensuite, une fois que vous avez franchi cette troisième étape, il y a 3 autres étapes que vous pouvez accomplir parallèlement.
investir 15% de votre revenu pour votre retraite, vous pouvez le faire parallèlement, épargner l'argent pour les études de vos enfants. Vous savez aujourd'hui combien les études supérieures des enfants à l'université, tout ça peut coûter cher, donc vous pouvez déjà commencer à épargner pour ça. Bon, si vous n'avez pas d'enfants, soit pour vos propres études, mais en tout cas vous mettez de l'argent de côté, et anticipez maintenant le remboursement de votre maison. Vous avez pris peut-être un crédit sur 20 ans, 25 ans aujourd'hui, c'est possible, mais à un moment, vous gérez tellement bien votre argent, vous avez un fonds d'urgence, vous savez faire des économies, donc vous dites, ah, si je peux anticiper ce crédit-là, ça va me faire des échéances en moins et aussi me libérer un peu parce que la maison sera payée et à ce moment-là, je n'aurai plus de loyer ou de crédit de maison à payer. Et vous savez, quand on ne paie plus de loyer, ça fait vraiment un ouf. En tout cas, ça dégage l'avenir et ça permet de penser à investir dans d'autres choses. Et donc, septième chose, une fois que vous avez suivi ces étapes de bébé, la septième étape, c'est là où maintenant vous avez suffisamment de moyens pour créer de la richesse et aussi pour donner. Parce que l'une des choses, je vous ai dit qu'il est chrétien évangélique, l'une des choses sur laquelle il insiste, c'est que effectivement, donner nous donne nous-mêmes d'être dans l'abondance. Donc si tu veux croître financièrement, tu dois avoir un budget consacré à donner et à donner de manière généreuse. Donc, voilà, il faut d'abord quels sont tes objectifs? Aujourd'hui, même si ton budget est équilibré, ton objectif peut être de dire, d'ici 3 mois, je mets 1 million de côté, je mets 500 000 de côté. Ça, par exemple, ça va être l'objectif qui va te poursuivre, qui va t'amener à faire un budget. Deuxième, quelles sont mes motivations? Est-ce que je suis motivé? Est-ce que je veux vraiment sortir du juste assez? Est-ce que je veux vraiment vivre une certaine aisance financière? Et comme je l'ai dit, l'aisance financière, c'est toi développer ce qu'on a comme revenu ou bien réduire les dépenses. Et le budget aide justement à faire cela. Et troisième préalable, il faut te dire qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais avoir juste un cahier de compte, des feuilles, ou bien je vais mettre en place un système, une feuille de calcul Excel, ou bien je vais avoir une application. Il faut faire ce choix-là aussi. Étant entendu que ça dépend de chacun d'entre nous. Il faut faire les trucs au départ le plus simple possible pour pouvoir véritablement tenir le budget, le suivre. Parce que ça sert à rien de faire un budget très beau, tableau Excel avec tout, et puis après on le met de côté et on fait autre chose. Dans la pratique, c'est pas ça l'objectif d'établir un budget, c'est pouvoir établir le budget et pouvoir le suivre assez facilement sans que cela ne demande trop de temps ou trop d'efforts. Donc voilà. Et puis aussi, normalement, un budget, il est annuel, mais si vous êtes quelqu'un qui a du mal à tenir ses comptes, etc., vous pouvez commencer sur la base mensuelle, en se disant qu'au fur et à mesure, vous allez améliorer. Vous pouvez déjà dire, bon, le mois prochain, je vais faire un budget, et puis au fur et à mesure, je vais améliorer pour pouvoir aboutir peut-être en janvier 2024, quand l'année va commencer. Là, j'aurai un budget annuel que je vais décliner tout au long de l'année. Donc, voilà un peu ce que je voudrais dire pour les préalables. Maintenant, une fois que ces préalables sont, je dirais, couverts, il faut rentrer maintenant dans le détail de comment établir un budget. Aujourd'hui, je vais juste donner la liste et la semaine prochaine, nous allons pouvoir continuer pour entrer dans le détail. La première étape, il faut faire la liste de vos revenus, tous les revenus. L'idéal dans ce domaine, si on veut vraiment faire un bon budget, c'est de se plonger dans ses comptes de l'année dernière. Si c'est possible, de retracer toute l'année, tout ce que vous avez eu comme revenu. Non. À ce niveau-là, c'est juste la liste des revenus. Ça, c'est assez facile. Combien vous gagnez aujourd'hui? Combien vous avez en termes de salaire? S'il y a des allocations, s'il y a d'autres entrées, même les frais de mission, c'est une entrée.
Parce que souvent, quand on va en mission, qu'on a des frais de mission, on dépense pas tout. Il y a un petit quelque chose qui peut rester, ça doit rentrer dans votre budget. Donc, listez tout ce que est dans votre budget, que ce soit manuel, que ce soit sur Excel, que ce soit dans... Il faut que chaque type de revenu ait sa ligne. Faut pas mettre tout ensemble. Le salaire, tant, tel autre revenu, tant, frais de mission, tant, j'ai une petite, je sais pas, un petit commerce quelque part, voilà. Tant, ça me ramène, enfin, ça me rapporte tant, je le mets. Attention, quand on a des revenus irréguliers, il faut pouvoir prendre le montant le plus bas, pas faire une moyenne ou prendre le montant le plus bas. Si par exemple vous êtes consultant et que votre revenu n'est pas régulier, vous n'allez pas prendre le mois où vous avez le plus gagné, vous allez prendre le mois où vous avez le moins gagné, et c'est sur cette base-là que vous allez faire votre budget. Donc, liste des revenus. Ensuite, il faut lister les dépenses. On va le voir en détail la semaine prochaine. Après avoir listé les dépenses, troisième étape, et donc dans le lissage des dépenses aussi, commencez à y réfléchir. Il faut faire des catégories et des sous-catégories. Par exemple, une catégorie, c'est le logement. Le loyer, le logement. Dans le logement, il y a des sous-catégories loyer, eau, électricité. Vous pouvez avoir une catégorie alimentation. Dans alimentation, il y a la nourriture, il y a l'hygiène, il y a etc., etc. Donc, vous faites des catégories. Là, il n'y a pas de méthode. C'est vous qui essayez de faire au mieux par rapport à la manière dont vous dépensez votre argent. Trouvez les catégories. Et troisième étape, il faut que dans un budget base 0, une fois que vous avez fait tous les revenus, toutes les dépenses, vous devez arriver à 0. C'est ça le budget base 0. Mais dans les dépenses, justement, il y a différents types de dépenses. Il y a ce qui est fixe. Par exemple, le loyer est fixe. Ce qui est variable, l'eau, l'électricité peuvent être variables chez nous ici en Afrique. En France, les gens ont un système où on mensualise les factures et tu payes quelque chose identique chaque mois et à la fin, on fait une régularisation par rapport à ce que tu as consommé effectivement. Bon, nous, on n'a pas ce système-là, donc l'eau et l'électricité, par exemple, va rentrer dans le variable fixe, variable. Il y a aussi une autre manière de catégoriser les dépenses en dépenses essentielles, en dépenses quasi automatiques. Chaque mois, ton loyer, c'est peut-être viré directement chez le propriétaire. Tu as des crédits, c'est prélevé automatiquement. Tu as des abonnements qui sont prélevés automatiquement. Il y a tout ce qui est automatique, en quelque sorte. Ensuite, il y a tout ce qui est crédit, donc les différentes lignes de crédit que tu as qui sont prélevées. Ensuite, il y a tout ce qui est provision. Parce que dans les dépenses, il faut faire des provisions. Par exemple, le cas typique de l'électricité, chaque mois, il faut prévoir un montant pour l'eau et l'électricité, même si tu ne payes que tous les 3 mois ou tous les 2 mois. Donc, il y a ce système de provision. Et ensuite, enfin, il y a tout ce qui est épargne, économie. Et à la fin, maintenant, tout ce qui est dépenses, on dirait quotidiennes. Et c'est là où intervient je dirais, le système des enveloppes. Parce que tu as un compte en banque, il y a beaucoup de choses qui sont prélevées directement dans le compte en banque. Il y a certaines choses que tu payes en début de mois. Maintenant, il y a l'argent que tu gères tout le long. Ce qu'on appelle le reste à vivre. Par exemple, typiquement l'alimentation. Ce sont des montants que tu décaisses au fur et à mesure chaque semaine pour le marché, etc. Mais tout ça, il faut le prévoir dans le détail et mettre ça dans des enveloppes pour suivre. Parce qu'il suffit pas de mettre dans l'enveloppe. Il faut pouvoir, par exemple, si tu as mis 100 000 francs dans une enveloppe pour l'alimentation, quand tu allais faire les courses, tu marques sur l'enveloppe, j'ai dépensé 10 000, j'ai dépensé 15 000, il reste tel montant. Et ça te permet de suivre au fur et à mesure comment se font les dépenses. Donc là, je présente grosso modo, la semaine prochaine, on va rentrer un peu plus dans le détail. Donc, j'ai dit, première étape, lister les revenus. Deuxième étape, lister les dépenses. Troisième étape, faire la différence qui doit être 0
dans un budget base 0. Et quatrième étape, il faut suivre que ce que tu as planifié, comment tu l'as exécuté. Il suffit pas de dire, par exemple, je vais dépenser 100 000 francs pour la nourriture, et puis maintenant on se rend compte que, en fait, tu as dépensé 200 000 pour la nourriture, alors que tu avais prévu 100 000. Donc, il faut suivre. Et c'est là où souvent c'est difficile, suivre les dépenses que tu fais quasiment quotidiennement, sinon au minimum à la semaine. Et enfin, une fois que le mois est terminé, il faut faire le point entre le planifié et le réalisé. Et sur cette base-là, refaire un budget pour le mois d'après. Donc, comme je l'ai dit, le plus simple, si vous avez du mal, c'est de faire au fur et à mesure et d'améliorer. C'est sûr que vous allez oublier, au début, vous allez oublier certaines dépenses. Vous n'allez pas y penser, mais les dépenses vont se présenter au cours du mois. Donc, ça vous permet le mois suivant de faire plus attention et effectivement d'avancer comme ça. Donc, aujourd'hui, je vais m'arrêter là parce que là, on a déjà atteint la limite du temps. Et la semaine prochaine, on va rentrer véritablement dans essayer de dérouler de manière pratique ce modèle de budget base 0 et voir ce que ça peut donner. Par exemple, on va prendre deux exemples, un célibataire sans enfant et quelqu'un, par exemple, un jeune couple marié, un enfant, par exemple. Et on va essayer de voir ce que ça donne dans le détail. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Seigneur, merci pour ce temps que tu as permis que nous puissions passer ensemble avec tes enfants. Merci Seigneur pour tout ce que nous avons appris. Merci parce que tu nous donnes, comme je l'ai dit, la motivation nécessaire parce que nous voulons changer notre manière de gérer nos finances. Nous voulons avoir véritablement un contrôle sur nos finances, pouvoir prendre le contrôle pour pouvoir être libre financièrement, libre de donner, libre de contribuer à l'avancement de ton œuvre ici-bas, libre d'être généreux, libre véritablement de fonctionner comme un enfant de Dieu, parce que nous appartenons à un Dieu qui donne, et nous aussi, nous devons sortir de nos limitations pour donner, pour donner, pour donner. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu donnes à chacun d'entre nous, d'ici la semaine prochaine, de réfléchir. Qu'est-ce que je veux faire? Comment je veux prendre les choses? Est-ce que je veux me désendetter? Est-ce que je veux arriver à l'équilibre? Est-ce que je veux arriver à épargner tel montant? Est-ce que j'ai tel projet pour lequel je me fixe tel objectif d'épargne? Et en fonction de cela, tu nous donnes de pouvoir établir des budgets raisonnables, des budgets qui vont nous aider à atteindre nos objectifs. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu nous encourages, tu aides tes enfants à aller de l'avant dans ce domaine. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen.